Je suis à côté de la nouvelle R5 électrique en version ultra performante. En fait, c'est l'Alpine A290 qui est basée sur la R5 électrique et c'est une petite voiture compacte mais abordable, plus ou moins. On verra ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, en termes de design, il ne s'agit ni plus ni moins d'une R5 électrique boostée aux hormones puisqu'elle est plus large, elle est un petit peu plus longue et il y a plein d'éléments de design qui font d'elle une voiture vraiment sportive et un petit peu agressive quand vous la voyez arriver dans le rétroviseur. Et le premier détail qui saute aux yeux justement quand cette Alpine A290 arrive derrière vous dans le rétroviseur, c'est les phares. C'est une vraie Alpine, c'est-à-dire qu'on a 4 phares à l'avant avec ici des genres d'anti-brouillard, mais en fait c'est une signature lumineuse avec les fameux X. En fait c'est un petit peu comme quand les anciens pilotes de course mettaient du scotch sur les phares pour éviter que des bouts de verre tombent sur la piste. Et bien là en fait c'est un faux bout de scotch puisque c'est tout simplement des LED. À l'avant toujours par rapport à la R5, on a un bouclier qui a été retravaillé et comme vous pouvez le voir c'est assez aérodynamique, c'est assez agressif, très sportif, beaucoup plus en tout cas que la R5 qui est un peu la version civilisée de cette Alpine. La forme du capot est légèrement différente également et surtout regardez-moi ici, on a le logo Alpine mais on n'a plus le logo R5, le logo Renault qui est rétroéclairé sur la R5 électrique avec le niveau de charge. Ici ils ont décidé de s'en passer totalement, je trouve ça un peu dommage parce que ça apportait un petit clin d'œil à l'électrique assez sympa, ça plaisait beaucoup aux geeks, bon je trouve ça dommage. La forme globale de la voiture est assez similaire comme vous pouvez le voir, on est sur les mêmes dimensions, à peu près 3,80 m de longueur, donc c'est une voiture du segment B, une petite voiture compacte, une citadine, mais ici le côté un peu agressif sportif a été renforcé avec cette espèce de virgule ici qui est insérée dans la carrosserie au niveau des portières et là on a les jupes latérales qui font toute la longueur de la voiture et pareil, on voit les voies qui sont ici élargies de 6 cm qui permettent à la voiture de paraître aussi plus sportive quand on la voit comme ça. J'ai à côté de moi la version GTS, c'est-à-dire la plus chère de l'Alpine A290 et on a le droit à des jantes que je trouve magnifiques de 19 pouces et surtout des pneus qui sont très larges, 225 mm, c'est beaucoup plus que la R5 classique. Alpine a également signé un partenariat avec Michelin pour créer 3 pneus spéciaux sur mesure pour la voiture pour que ces pneus répondent au mieux aux sollicitations du conducteur et on a des pneus pour l'hiver, par exemple lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, mais 2 pneus été dont un très performant justement pour cette version GTS avec un gros moteur. Et toujours sur le côté, on a le droit à un petit drapeau français, Cocorico, puisque cette voiture est fabriquée à Douai, le moteur est fabriqué à Cléon et dès 2025, la batterie sera également fabriquée en France. Ça sera sûrement l'une des voitures électriques les plus françaises du marché avec la R5. J'adore l'arrière de la Renault 5 e-Tech électrique, j'adore l'arrière de l'Alpine A290. Franchement, autant l'avant il est assez différent sur l'Alpine, autant l'arrière c'est quasiment un copier-coller de la R5. En termes de coûts, c'était pour réduire les coûts justement. Par exemple, regardez, les optiques c'est exactement les mêmes, moi j'adore. Ils auraient peut-être pu faire un effort pour avoir une signature lumineuse un peu différente puisque la nuit, quand vous serez derrière une Alpine A290, vous pourrez la confondre avec une Renault 5 électrique qui est moins chère, moins sportive. Bon, on a tout de même quelques points de différenciation à l'image ici du logo bien sûr Alpine et également de la version donc A290 ici GTS et également ce petit bandeau qui est différent de la R5 et surtout en fait c'est ça qui apporte la sportivité, c'est le diffuseur arrière qui est beaucoup plus massif et qui fait beaucoup plus agressif quand on suit cette voiture de derrière. Bon, je montre vite fait la contenance du coffre. Il fait 326 litres, c'est une contenance qui est assez sympa pour ce segment, pour le segment B, pour les voitures compactes. Et ici, on a un seuil de chargement assez haut, c'est-à-dire que quand vous avez des gros sacs de farine à porter, il faut les soulever pour passer ce seuil. Et dans le coffre, si vous avez choisi l'option de Vialet, vous avez le subwoofer de 20 cm qui va avec et les plus de 600 watts de puissance RMS cumulée. Allez, maintenant on regarde ce qu'il y a sous le capot. Ici, on a la version la plus puissante avec un moteur de 220 chevaux qui développe 300 Nm de couple, ce qui permet d'abattre le 0 à 100 en 6,4 secondes seulement. Il y a également une version avec un moteur de 180 chevaux, en fait c'est le même mais un petit peu dégonflé logiciellement. Le moteur qu'on va retrouver chez Renault, notamment dans le Scénic ou dans la Mégane, mais ici il a été personnalisé en termes logiciels pour que par exemple la réponse à la pédale accélérateur soit différente et que la gestion du couple soit différente, c'est-à-dire qu'on aura une conduite qui sera beaucoup plus sportive qu'une Renault. Ici, on a également le chargeur d'une puissance de 11 kW en courant alternatif lorsqu'on recharge à la maison par exemple. Et sur les bornes de recharge rapide, ça peut monter à 100 kW, ce qui permet de passer de 15 à 80% de batterie en 30 minutes environ. Mais c'est une recharge bidirectionnelle qui permet aussi bien d'alimenter des appareils extérieurs, c'est-à-dire, je sais pas, vous pouvez brancher un petit four par exemple, mais surtout de la brancher à votre maison et avec le V2G, ça va permettre de renvoyer l'électricité de la batterie de la voiture dans le réseau électrique et vous pourrez être
être rémunéré par votre fournisseur d'énergie pour lui fournir de l'énergie. Et ça, on a fait une vidéo complète sur le sujet, je vous invite à la visionner si vous êtes intéressé. Et toujours du côté des performances, la vitesse maximale est annoncée à 170 km/h par Alpine. À titre de comparaison, la R5 électrique est limitée à 150 km/h. Allez, maintenant, on passe à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, si vous connaissez la R5 électrique, vous ne serez pas dépaysé par l'Alpine A290. C'est à peu près le même habitacle, même s'il y a quelques modifications qui ont été réalisées, comme par exemple les sièges. Alors, on dirait que c'est les mêmes sièges, en forme de H un petit peu, avec ici justement les supports sur le côté, mais ces supports qui sont assez mous sur la R5, ici ils sont assez raides pour justement pouvoir bien tenir le conducteur et le passager dans les virages. Et franchement, on sent bien la différence. J'ai pu monter dans la R5, j'ai pu monter là dans l'Alpine, c'est différent. On sent qu'on est beaucoup mieux tenu et ça pousse un peu à avoir une conduite un peu plus sportive peut-être. L'autre grande nouveauté par rapport à la R5, c'est les boutons au niveau du volant. Déjà le volant il est totalement différent, notamment en termes de matériaux, mais également en termes de forme. On sent que l'accent a été mis un petit peu sur la sportivité et ça se voit avec ces deux boutons, l'un qui est bleu, l'autre qui est rouge. Alors le bouton bleu, en gros, c'est pour régler le freinage régénératif sur 4 niveaux différents. On peut passer de la roue libre totale à un freinage régénératif, c'est-à-dire que quand vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, la voiture va freiner d'elle-même. En fait, c'est le moteur électrique qui va permettre de régénérer de l'électricité dans la batterie et en même temps, ça va ralentir la voiture. Et le bouton rouge, quant à lui, c'est l'Overtake ou Overboost. C'est un supplément de puissance que la voiture va nous donner pendant 10 secondes. Et en fait, ça permettra non pas de dépasser les 220 chevaux, mais d'atteindre les 220 chevaux dans certains modes de conduite. Si vous êtes déjà en mode sport, vous aurez déjà les 220 chevaux. Pas besoin d'appuyer sur ce bouton, ça servira à rien. Et pour les fans de sportivité, on peut déconnecter l'ESC, c'est-à-dire qu'on peut déconnecter les aides à la conduite qui vont vous permettre par exemple de réaliser des drifts ou des dérapages. Autre petit clin d'œil à Alpine avec l'A110, c'est les boutons R&D qui permettent de choisir la marche avant, la marche arrière ou le point neutre, qui sont ici positionnés au niveau de la console centrale, alors que sur une R5, c'est des commodos qui sont au volant. Perso, je préfère le commodo, je trouve que c'est plus naturel. Ici, ça donne un aspect un petit peu bizarre. En plus, ça fait perdre un peu de place sur la console centrale en termes de rangement. C'est un petit peu dommage, je trouve, mais ça va plaire aux fans de la marque. Bon, maintenant, on va parler des écrans. Ces deux énormes écrans de 10 pouces que j'ai face à moi. D'abord, derrière le volant, c'est le combiné d'instrumentation. C'est donc l'écran qui va me donner les informations comme la vitesse, la puissance instantanée. Je vais même pouvoir faire apparaître Google Maps, par exemple, derrière si j'ai un trajet en cours. Et je vais avoir tout un tas d'informations comme l'autonomie, la température, etc. Le classique, quoi. Et moi, l'autre option que j'adore, c'est le système d'infotainment qui embarque Android Automotive. Pour moi, c'est l'un des OS les plus adaptés à une voiture par rapport à ce que peut faire la concurrence. Alors, ok, Tesla fait un bel OS, Rivian fait un bel OS, mais le système d'exploitation Android Automotive, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Et ici, il y a le Play Store, il y a Google Maps, donc on peut télécharger Waze, on peut télécharger Spotify, on peut même télécharger une application Alpine spéciale qui va nous permettre d'avoir des infos sur notre mode de conduite, un coaching, des challenges, c'est-à-dire sur circuit, il va vous essayer de faire prendre des cours spécialement, essayer de vous faire drifter. Enfin, moi, j'adore le concept et surtout Android Automotive, point barre, c'est-à-dire que le système peut être mis à jour en Wi-Fi, donc chez vous, tranquillement, la voiture va se mettre à jour, elle va vous apporter de nouvelles fonctionnalités, peut-être des nouvelles applications. On peut avoir Chrome, on peut avoir YouTube, on peut avoir des petits jeux type Angry Birds, bref. Franchement, j'adore. Et regardez-moi ça, c'est fluide, vraiment, c'est comme sur un smartphone, comme sur une tablette. Et vraiment, c'est ce qu'on demande à un système d'exploitation dans une voiture, c'est qu'il puisse nous répondre au doigt et à l'œil dès qu'on appuie sur un bouton. Et ici, justement, on a les réglages de la voiture avec les modes de conduite, normal, sport, personnalisé, éco, plus ou moins. On peut configurer tous ces modes avec par exemple la puissance du moteur, la direction, l'agilité. Et vous voyez ici dans les réglages qu'on a le son moteur et l'Alpine Drive Sound. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un système développé en partenariat avec Devialet, l'entreprise française qui fait les haut-parleurs fantômes d'excellente facture, qui ici vient nous mettre un faux son, un son artificiel qui va simuler non pas le bruit d'un moteur thermique, mais le bruit d'un moteur électrique, et en fait qui ne va pas vraiment le simuler, mais qui vient l'amplifier. On a des LED RGB à l'intérieur de la voiture qui permettent de créer une ambiance lumineuse puisqu'on a le choix entre 48 couleurs et en fait on a des bandes LED un petit peu partout dans la voiture qui vient ajouter un petit truc. C'est sympa, c'est un plus, c'est pas indispensable, mais c'est sympa.
En termes d'aide à la conduite, on a la conduite semi-autonome de niveau 2, c'est-à-dire que la voiture va pouvoir accélérer, freiner toute seule sur autoroute, voie rapide par exemple, et surtout le volant va tourner tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de conduire, il suffit juste de vérifier la route, de vérifier que la voiture ne fait pas n'importe quoi. Mais pour l'avoir déjà testé sur de nombreuses voitures électriques et thermiques, c'est vraiment une aide très intéressante pour les longs trajets. La fonctionnalité Alpine Telemetrics va plaire aux geeks qui adorent la conduite sportive, puisque c'est un mode qui vous permet d'avoir tout un tas d'informations comme l'accélération longitudinale, latérale, c'est-à-dire les jets que vous prenez quand vous accélérez, quand vous freinez, quand vous tournez, l'angle du volant. On a même la puissance avec la puissance du moteur en temps réel, la puissance du freinage aussi, puisqu'on a le freinage régénératif et on a la puissance du freinage hydraulique en plus. On a bien sûr un onglet sur la consommation avec l'énergie consommée, l'énergie récupérée, et quand vous êtes sur circuit, il y a même un mode ultra complet avec un chronomètre qui peut déclencher les temps autour de manière automatique avec le GPS quand vous renseignez la ligne de départ, et tout un tas d'infos avec la température des freins, la température du moteur, la température de la batterie et la pression des pneus. Et c'est une voiture avec 5 portes, même si on voit pas forcément les portes à l'arrière, et je vous invite à monter avec moi dans l'habitacle. À l'intérieur, ça reste une petite voiture, une citadine assez compacte, donc comme vous pouvez le voir, je fais quand même 1m84, le siège à l'avant est réglé pour moi, j'ai de la place aux genoux, mais tout pile, j'ai de la place pour rentrer mes pieds sous le siège avant puisqu'il a été un petit peu remonté. Je ferai pas 1000 km comme ça, je vous préviens tout de suite, mais il y a suffisamment d'espace pour transporter 5 personnes tout de même. Et comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, il n'y a pas de toit panoramique, il n'y a pas de toit ouvrant, il n'y a pas de toit vitré, c'est juste une garniture grise. Je trouve ça un peu dommage puisque ça étrique un peu l'habitacle, ça n'apporte pas beaucoup de lumière, enfin ça n'apporte pas du tout de lumière même puisqu'il n'y a aucune vitre au niveau du toit. Un petit peu dommage de ne pas proposer cette option, je trouve. L'Alpine A290 sera disponible à la commande à l'été 2024 en France. Les premières livraisons interviendront en fin d'année 2024. Pour le prix, ce sera à partir de 38 000 €. À ce prix-là, on a la grande batterie de 52 kWh puisque la petite batterie de la R5 de 40 kWh n'est pas disponible sur cette Alpine. En gros, l'équivalent chez Renault, ça serait la R5 en finition techno autour de 33 500 €, mais c'est pas du tout la même proposition puisqu'ici, il y a beaucoup plus d'options de base. Donc c'est difficile de comparer les prix comme ça. En tout cas, on sait déjà que la version la plus chère devrait être vendue sous les 47 000 € pour pouvoir bénéficier du bonus écologique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque rappelons que la version de base se limite au moteur de 180 chevaux et qu'il faudra passer sur la version GT Performance pour avoir le 220 chevaux ou la version la plus haut de gamme, la GTS. Et vous allez me demander, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on a en face auprès de la concurrence? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. On a Lancia qui vient d'annoncer la Ypsilon HF, la version très haute performance, avec un 0 à 100 abattu en 5,8 secondes, donc c'est mieux qu'ici que cette Alpine. L'autonomie, c'est à peu près pareil, un petit peu moins de 400 km, mais ça sera beaucoup plus cher. On n'a pas encore les tarifs, mais ça sera pas en dessous des 40 000 €. Et l'autre grande concurrente, c'est la Mini Cooper en version SE, qui a plus de 200 chevaux, qui réalise le 0 à 100 en 6,7 secondes, donc c'est moins bien que l'Alpine, et c'est plus cher, c'est autour de 47 000 € environ, pour une autonomie similaire, autour de 400 km. Donc on voit ici qu'en termes de rapport qualité-prix, cette Alpine A290 semble être très bien positionné, mais bien sûr, avant de se faire un avis définitif, il faudra tester cette voiture en conditions réelles, c'est-à-dire l'essayer sur route ouverte et pourquoi pas sur circuit, pour savoir si elle est vraiment sportive, mais tout en étant confortable et surtout habitable pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours au quotidien. Pour récapituler les grandes différences avec la R5 électrique, c'est la même plateforme OK, mais le châssis a été revu puisque ce n'est pas le même système de freinage, ce n'est pas le même moteur. On a des aides à la conduite qui sont calibrées de manière différente. On a également des technologies qui vont venir gérer le couple du moteur plus finement et de manière plus sportive. À l'intérieur, on a vu que c'est à peu près la même chose et je pense que le confort sera peut-être un petit peu un cran au-dessus de la R5, tout simplement puisque les suspensions ont été revues et qu'on a le droit à des butées hydrauliques, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des suspensions pneumatiques comme on avait sur les Citroën, vous savez, le genre de tapis volant sur l'autoroute. Ici, on a des suspensions assez classiques, mais les butées, c'est-à-dire quand on vient en fin de course, sont hydrauliques, ce qui permet d'atténuer un petit peu les chocs quand vous prenez par exemple un dos d'âne. Et si vous voulez mon avis, ça c'est le genre de voiture que j'adore, le type de bombinette, vous savez, un peu type Golf GTI à l'ancienne, mais ici en version 100% électrique. C'est une voiture qui est assez compacte, assez légère, très puissante, qui sait être agile au quotidien quand il le faut et surtout très sportif quand on lui demande. Pour moi, c'est quasiment un sans faute et j'ai hâte de pouvoir l'essayer en conduite dynamique. Ça fait quelques jours qu'on a vu la voiture et je voulais vous donner mon avis à froid, puisque là vous avez eu mon avis à chaud. Et bien voilà ce que j'en pense de manière un petit peu plus objective en ayant pris le temps de la réflexion. Alors, j'aime toujours autant la voiture, franchement le design je trouve qu'il est plutôt réussi, la proposition en termes de technique elle est vraiment cool, mais finalement en y réfléchissant un peu, il y a 2-3 trucs je trouve, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Déjà justement sur le design, en fait
quand on se repenche un petit peu plus sur la voiture, sur sa forme, sur son dessin, on voit que c'est une R5 qui est en effet stylisée par Alpine, mais c'est en aucun cas une Alpine. C'est pas une vraie voiture électrique Alpine, puisque comme on peut le voir par exemple la 110, c'est une vraie Alpine, la forme ne se retrouve nulle part ailleurs. Ici en fait c'est une R5 que Alpine a pris et a tuné, a modifié. Certains pourraient même penser que c'est un petit peu du tuning en termes de design et que certains éléments sont un petit peu trop voyants, comme les phares à l'avant par exemple. Et limite en fait c'est vrai que peut-être que je préfère la R5 en termes de point de vue design, avec peut-être quelques éléments qu'ils auraient pu rajouter de manière sportive, mais pas de tomber dans l'excès de cette Alpine. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup plus nuancé que dans le reste de la vidéo, puisque c'est vrai que j'ai pris le temps de la réflexion. Surtout j'ai re-regardé des photos de la R5, des photos de la Alpine, des photos et même des vidéos de la Alpine qui roule sur route comme vous avez pu le voir là, mais moi j'avais pas eu accès encore à toutes ces images, donc c'est ce qui me fait un petit peu changer d'avis sur le design. Alors attention, je dis pas que j'aime pas cette voiture, mais c'est peut-être aller un peu trop loin en termes de sportivité pour moi. Moi j'aime bien les jolies voitures sportives comme la 110 par exemple, qui tombent pas dans l'excès, qui peut faire un petit peu tuning, voire kéké peut-être pour certains. Aussi je disais que cette Alpine A290 elle est cartonnée. Alors je nuance légèrement mon propos, c'est qu'elle va cartonner, oui sûrement, dans le segment des compacts sportives, mais avec un design aussi tranchant, j'imagine mal des clients hésiter entre une R5 et une Alpine A290. Et justement, on a pris le temps de se poser pour comparer les prix de cette Alpine A290 avec la R5 classique plus conventionnelle. En gros, il y a à peu près 3000 € d'écart entre la R5 électrique et cette Alpine A290. Les 3000 € d'écart, en gros, ça va être la motorisation, le châssis et quelques options comme par exemple l'application à l'intérieur de l'infotainment pour vous aider à piloter sur circuit. Donc franchement, ça reste une voiture électrique assez chère, mais c'est pas du tout volé par rapport à la R5 électrique. On en a pour son argent avec les 3000 € supplémentaires. Ils sont pas là juste pour le blason Alpine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur cette voiture électrique. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de design notamment, et ce que vous en pensez par rapport à la R5 électrique. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et notamment sur Twitch où on parle de tech tous les jours. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.